les questions du climat, ça va être la question fondamentale pour les prochaines générations. Donc là, on a de la chance, on a un enfant de 10 ans. Lui, il a 10 ans en 2022. Donc ça veut dire qu'il aura 40 ans, ce sera un homme d'âge mûr, quand il sera confronté à des situations très, très compliquées. Alors moi, je suis chercheur, comme l'a dit Taniel, merci. Ma vie, c'est la recherche. Et dans ma vie, je me suis intéressé à l'histoire de la Terre. Je me suis demandé, mais comment ça se fait que sur Terre, la seule planète sur laquelle il y ait de la vie, il y a quasiment toujours eu de la vie? Pourquoi sur Terre, on n'est pas parti en vrille comme sur Vénus, où il fait des températures de 400 degrés à la surface, ou comme sur Mars, où il y a un cycle jour-nuit, où on passe de 20 degrés à moins 120 degrés en l'espace d'une seule journée? Pourquoi sur Terre, eh ben, la vie a toujours été, les conditions, le climat a toujours été favorable à la vie? Et ça m'intéressait tellement, cette question, que j'ai écrit un livre chez Odile Jacob. Si ces questions vous intéressent, ça s'appelle « Voyage à travers les climats de la Terre ». Ça vous explique comment le climat a varié sur des milliards d'années dans le passé et pourquoi, finalement, malheureusement, à des échelles d'1 milliard, des échelles naturelles d'années, cette vie va sans doute s'arrêter. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour un autre livre que j'ai fait avec un journaliste qui s'appelle Sylvestre Huet, qui est un très bon journaliste scientifique. J'en profite qu'il n'est pas là pour le dire. Il a travaillé à Libération très longtemps. Et maintenant, il a un blog sur Le Monde qui est énormément suivi par tous les gens qui s'intéressent au climat. Alors, j'ai prévu de faire un exposé simple, mais du coup, comme 25% de l'auditoire est constitué par un jeune homme de 10 ans, je vais essayer d'être encore plus simple. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est d'où on vient. D'où on vient du point de vue du climat. Comment était le climat? Et je ne vais pas remonter au déluge, hein, je vais remonter juste à 800 000 ans. Et la première diapo que Taniel va vous montrer, c'est une diapo qui est extrêmement importante en sciences. Hein. Pour mon domaine de la climatologie, c'est un peu comme Copernic en astronomie, c'est-à-dire c'est le moment où, pendant que les Américains, dans les années 60, 70, 80, ils cherchaient à aller dans la Lune, les Russes, eux, ils foraient en Antarctique. L'Antarctique, c'est une énorme calotte de glace au pôle sud, qui fait 3 km d'épaisseur. Et le but des Soviétiques à l'époque, c'était de faire un carottage de 3 km jusqu'à percer la calotte et arriver à la roche. Bon, c'était vraiment un objectif, un challenge technologique extraordinaire. Bon, mais vous allez vous dire, et alors, à quoi ça peut bien servir? Et c'est là que 2 de mes illustres prédécesseurs, qui s'appelaient Lorius et Jouzel qui est maintenant très connu, ont réalisé qu'il y avait une richesse dans ces calottes complètement extraordinaire, c'est que dans ces carottes de glace, on était capable de restituer la température, bon, par des mesures isotopiques que je ne vais pas vous expliquer, mais aussi grâce aux bulles qui étaient piégées dans ces calottes, on pouvait savoir quelle était l'atmosphère à ces périodes-là. Et donc, ce que vous voyez là, c'est que depuis 800 000 ans, eh bien, notre Terre, elle oscille entre des phases glaciaires, qui sont les plus longues, qui durent 80 000 ans, et des phases interglaciaires dans lesquelles on est. Dans les phases glaciaires, il n'y a pas 2 calottes de glace, le Groenland et l'Antarctique comme aujourd'hui, il y en a 4. Il y en a une énorme qu'on appelle la Laurentide, qui est au-dessus des États-Unis et du Canada, qui enfonce le bouclier rocheux canadien de près d'1 kilomètre et qui culmine à des altitudes de 3500 mètres. Il faut imaginer que Vancouver, Montréal, New York, Washington sont sous des calottes de glace. En Europe du Nord, pareil, il y a une calotte de glace plus petite, la Phénoscandienne, qui va complètement enfoncer le socle et couvrir des villes comme Stockholm, Oslo, Copenhague, Helsinki. Toutes ces villes sont sous des calottes de glace. Et comme sur Terre, l'eau est constante, eh ben, quand on met de l'eau sous forme de calotte de glace, on baisse les océans. Et les océans étaient 120 mètres plus bas, et on pouvait aller à pied sec de la France à l'Angleterre. Ça, c'est les phases glaciaires. 4 calottes de glace, un climat extrêmement rude, extrêmement froid, et puis ça se calme pendant 10 000 à 40 000 ans, et c'est l'interglaciaire. Nous, on vit dans le dernier interglaciaire qui s'appelle l'Holocène.
Alors Taniel va passer à la diapo suivante. La diapo suivante, ça vous montre comment on passe de l'interglaciaire au glaciaire. Donc le glaciaire, c'est lui le plus long, c'est lui le plus instable, c'est lui finalement le moins favorable à l'explosion de la vie humaine, comme on la connaît. En fait, pendant les périodes glaciaires, les calottes de glace sont instables, elles rejettent sans arrêt des icebergs, alors que pendant les périodes interglaciaires dans lesquelles on vit, comme vous le savez, il y a une relative stabilité climatique, les calottes de glace, elles ne bougent pas trop. Et c'est ce que montre cette diapo. Maintenant, on va se rapprocher de nous, mais avant ça, il faut que vous gardiez en mémoire, c'est la diapo suivante, Daniel, que ce qui rythme la vie des hommes, les hommes sont apparus il y a 300 000 ans, ce qui rythme la vie des hommes à ces échelles de temps-là, tous les 100 000 ans, c'est des grosses phases glaciaires et froides et chaotiques et des petites phases interglaciaires qui durent 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 ans. C'est ça qu'il faut que vous vous souveniez. Et ça, c'est essentiellement piloté par la fonte et la renaissance de calottes de glace. Voilà, ça c'est très important. Et bien, maintenant, on va quitter un peu ce monde un peu ancien et on va arriver aux 10 000 dernières années. C'est la diapo suivante. Alors la diapo suivante, vous voyez là les températures des 10 000 dernières années qu'on appelle l'Holocène. Et vous vous dites, encéphalogramme plat. Parce que les températures, les 10 000 dernières années, elles n'ont pas tellement bougé. Elles sont relativement stables. Et si maintenant on regarde les températures des 2000 dernières années, pareil, il y a des petites oscillations, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, je reviendrai un petit peu là-dessus, qu'on appelle l'optimum climatique médiéval. Au Moyen-Âge, en Europe, il a fait un peu plus chaud entre le 9e et le 11e siècle. Et le petit âge glaciaire entre le 13e et le 18e siècle. Toutes ces notions-là, qui ont été remarquablement décrites par un vieil historien qui s'appelle Leroy-Ladurie, à partir de données essentiellement centrées sur l'Europe, ont été complètement revues par le fait que maintenant, on a les données partout dans le monde. Et en fait, ces variations climatiques sont surtout liées aux variations climatiques en Europe. Alors, tout ce que je viens de vous raconter, là, ça a beaucoup d'influence sur nous. Alors, je vais vous montrer des diapos beaucoup plus faciles à comprendre. La première diapo, qui est tout à fait fondamentale, c'est que pendant cette Holocène-là, pendant que le climat était stable, eh bien, les hommes sont passés d'un statut de chasseurs-cueilleurs à un statut de sédentaire. Ils se sont installés dans des villages, ils ont commencé à faire de l'agriculture, c'est-à-dire en fait à apprendre à travailler la terre, mais aussi à spécifier dans le type de culture qu'ils faisaient. C'était pas des ONG, mais on commençait à trafiquer les plants pour avoir les plants les plus rentables pour nous. Et ça, c'est le début de l'agriculture dans le croissant fertile, dont sans doute vous avez entendu parler il y a 6 000 à 7 000 ans. Et ça s'est fait dans une époque, justement, vachement favorable, qu'on appelle l'Holocène, la dernière interglaciaire, autour de 7 000 à 8 000 ans. Alors, ensuite, je vous ai dit que c'était calme, l'Holocène, c'est vrai, mais il y a quand même des variations dans l'Holocène, et peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler des épisodes de Sahara vert qui ont lieu à peu près tous les 20 000 ans. Le dernier épisode, c'était à peu près il y a 6 000 ans. Eh bien, il y a 6 000 ans, dans le Sahara, qui est aujourd'hui un désert, il y avait des hommes, des faunes, des flores, et c'est pour ça qu'on l'appelle le Sahara vert. Il y avait des antilopes, il y avait des hommes, d'ailleurs des hommes qui ont laissé des gravures rupestres. Donc il y avait toute une vie qui a disparu. Et ça prouve quand même qu'il y avait régionalement des différences. Et la dernière diapo sur ce sujet, que Daniel va vous montrer maintenant, certains vont la reconnaître, c'est une peinture de Bruegel l'Ancien. Et pourquoi je l'ai mis? Parce que pendant que Bruegel peignait, c'était ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Et effectivement, dans les Flandres, en Hollande, on avait des hivers extrêmement rigoureux et longs. Et ces scènes de la vie populaire que Bruegel peignait, elles reflètent le fait qu'à cette époque-là, effectivement, il faisait plus froid. Mais un peu plus froid. Donc voilà, c'est là d'où on vient. On vient d'un monde relativement stable, même très stable. Il y a des petites fluctuations, mais très 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 faibles au niveau mondial. Vous voyez le petit âge glaciaire et l'optimum climatique médiéval, c'est 0,1, 0,2 degrés en moyenne globale sur la Terre, donc c'est petit. Alors maintenant, je vais vous montrer où on est. Je vais vous montrer la première diapo, c'est un peu une diapo iconique pour nous, c'est
lorsque le premier chercheur, qui s'appelait Ralph Killing, américain, s'est dit qu'après-guerre, dans les années 50, qu'il devenait vraiment urgent de savoir comment on était en train de modifier notre propre atmosphère. Il se trouve que depuis 1850, les hommes se sont mis à se développer en utilisant des machines, de l'énergie. Et ils ont utilisé une énergie qui était extrêmement facile à mettre en œuvre, enfin, qui était facile à mettre en œuvre, parce que le travail dans les mines, c'est pas facile, le charbon, le pétrole, le gaz. Il y en avait une abondance extraordinaire, et c'est grâce à ça qu'on s'est développé, que vous avez une machine à laver, que, comme Jean Covici le dit, que chacun d'entre nous vit tous les jours avec 200 esclaves, ces esclaves étant votre voiture, tous les gens qui avant, humainement, faisaient la même chose que vous faites aujourd'hui avec des machines. Un dommage collatéral de cette société-là, c'est qu'en brûlant du combustible fossile, on émettait du CO2 dans l'atmosphère. Vous allez me dire, ouais, pourquoi c'est important? Eh bien, c'est que ce CO2, il a la mauvaise idée d'avoir des capacités radiatives telles que, quand la Terre émet de l'énergie, dans l'infrarouge, donc non visible par l'œil humain, le CO2 qui est dans l'atmosphère la capte et la renvoie dans toutes les directions, y compris vers le bas. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, un peu comme quand, c'est très caricatural, mais un peu comme vous êtes dans une serre végétale, avec du verre au-dessus de votre tête, et que la chaleur emprisonnée par cette serre augmente la température à l'intérieur. Ben nous, les hommes, avec notre atmosphère, on fait un peu ça en mettant du CO2 dans l'atmosphère. Et Killing a été le premier à se dire, je vais me mettre loin des grosses sources de pollution, loin des villes, je vais aller à Hawaï, sur une montagne qui s'appelle le Mauna Loa, et là je vais construire un petit laboratoire qui va mesurer le CO2. Et ce que vous voyez là, c'est la mesure qu'on a depuis 1850. Et grâce à Vostok, que je vous ai montré la première diapo, on est aujourd'hui à 412 parties par million de CO2. Et ben on sait avec assurance que depuis 3 millions d'années, jamais on est arrivé à des concentrations aussi importantes. Donc, on est en train de vivre quelque chose de complètement inédit avec une vitesse de changement totalement fulgurante, surtout pour nous les hommes, puisqu'on est 7 à 8 milliards à vivre sur cette Terre. La diapo suivante, elle est un peu scientifique, mais elle est très importante. Alors là, je vais essayer de faire de mon mieux, parce que c'est quand même un peu compliqué quand on a 10 ans. Ce que tu vois, la courbe en noir, c'est la température de la planète depuis 1850, jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu n'étais même pas né, il y avait des scientifiques qui prétendaient que, mais non, c'était pas l'homme qui faisait ça, ça pouvait pas être l'homme de toute façon, c'était le soleil, c'était plein de choses, mais pas l'homme. Et la courbe marron que tu vois, c'est grâce au fait que des dizaines de milliers de chercheurs se sont mis ensemble, ont fait des gros modèles, et ont pris en compte la perturbation que l'homme produisait sur le climat. Et ça, c'est la courbe marron. Et tu vois que la courbe marron, elle est assez proche de la courbe noire. Et la courbe verte que tu vois en bas, elle montre, c'est fini maintenant, toutes les âneries qu'on peut dire à un très grand nombre, au début, maintenant ils ont disparu, de ce qu'on appelait les climato-sceptiques qui prétendaient que non, c'était pas l'homme. Eh bien, quand c'est pas l'homme, on est dans le vert. Et quand c'est l'homme, on est dans le marron, et tu vois bien que la courbe qui se rapproche le plus de la courbe noire, c'est la marron, c'est pas la verte. Voilà, et ça c'est pour tordre le cou au fait qu'il n'y a pas d'autre scénario possible pour expliquer les changements climatiques qu'on vit. Il n'y a pas d'autre scénario possible pour montrer que non, l'été extraordinaire qu'on a vu en 2022, il n'est pas exceptionnel, que cet été-là, ce sera même l'été normal en 2040. Et la diapo suivante, elle vous montre que ce n'est pas simplement vrai en termes de température moyenne globale, mais que c'est tous les jours vrai à la télévision, parce qu'il y a une multitude d'extrêmes climatiques qui se produisent et qui sont tout à fait liés au changement climatique. Vous avez malheureusement trop peu entendu parler du Pakistan, dont 2/3 de la surface a été sous les eaux. Par contre, vous entendrez et vous allez entendre parler des pluies cévenoles. Pourquoi ? Parce qu'il fait tellement chaud que la Méditerranée, en fin d'été, elle est bien chaude, elle émet beaucoup de vapeur d'eau, que la vapeur d'eau est advectée sur le continent, que sur le continent, elle rencontre les Cévennes, et que là, il pleut. Et on a la preuve que les augmentations de ces précipitations cévenoles, elles sont tout à fait liées au changement climatique.
Donc déjà, on peut dire qu'aujourd'hui, tu as 10 ans, tu le vois le changement climatique, tu l'as vu cet été, à 40 ans, ce sera prégnant dans tous tes actes. Voilà, maintenant, on va regarder où on va. On a vu où on était, maintenant on va passer au troisième temps du topo d'aujourd'hui, c'est où on va. Alors, la première diapo que vous voyez là, c'est une diapo qui est fondamentale pour des gens qui s'intéressent aujourd'hui, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans aujourd'hui, et qui s'intéressent à se demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour arrêter ce truc-là? Et ce que vous voyez là, c'est des projections. Alors, qui dit projection, dit scénario. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios où on pense que l'intelligence humaine va faire qu'on va régler ce problème. C'est ce qu'on appelle les scénarios dans notre jargon SSP1 et SSP2. Et puis, il y a des scénarios qu'on appelle business as usual, où finalement, au cours du siècle, et c'est le cas pour les 20 premières années, malheureusement, l'homme se sera avéré complètement incapable de gérer. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'à la fin du siècle, en 2100, si c'est le cas, sur des scénarios SSP5, on sera dans une situation où on brûlera encore plus de fossiles et on détériorera encore plus le climat, et les températures de la planète seront de l'ordre de 5 degrés, avec une remontée du niveau marin de 1 mètre et une émission de l'ordre de 130 gigatonnes par an. Si maintenant on arrive à gérer, ça c'est les scénarios SSP1 et SSP2, on arrivera à maintenir les températures en dessous de 2 degrés, la remontée du niveau marin en dessous de 40 cm, et on réussira à absorber plus de CO2 qu'on en émet. Alors la question c'est, est-ce que dans les 30 ans qui viennent, on va être capable de changer la donne? C'est toute la question, et c'est la première fois qu'une espèce animale, l'homme, a les informations qu'il faut pour savoir comment ne pas aller dans le mur. Et toute la question, c'est de savoir s'il va réussir. Alors là, je vous montre des diapos qui sont compliqués, mais je vais vous expliquer la substantifique moelle de ces diapos-là. La première diapo, c'est pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien. Eh bien, si on ne fait rien, on va avoir des températures qui vont augmenter. Et ce que ça montre là, c'est qu'est-ce que c'est que d'être dans un monde à plus 1 degré? Ben, on y est déjà dans un monde à plus 1 degré parce que depuis, si on prend une moyenne et une référence entre 1850 et 1900 comme référence, aujourd'hui, en 2020, on est en température moyenne globale 1 degré plus chaud. Donc là, les modèles simulent, les observations observent, et on peut regarder l'adéquation entre les deux. Elle est très bonne. C'est quoi un monde à 2 degrés ou à 4 degrés? Eh bien, un monde à 2 degrés ou à 4 degrés, c'est un monde dans lequel les températures seront tellement fortes dans certaines régions du monde qu'elles ne seront juste pas habitables. Un monde à 4 degrés, c'est un monde dans lequel il y aura des tensions sur l'eau, en particulier dans le bassin méditerranéen, qui seront juste invivables. Alors maintenant, Tania va vous passer l'autre diapo. L'autre diapo, c'est un peu la même philosophie, mais au lieu de parler des températures et des pressions, précipitations moyennes, on regarde les extrêmes. Eh bien, un monde à 4 degrés, c'est un monde où on a non seulement une multiplication des cyclones, une multiplication des épisodes de sécheresse, mais aussi une intensification de leur fréquence. C'est-à-dire qu'un pays comme le Vietnam, qui est déjà énormément touché à cause de la remontée du niveau marin, à cause du fait que la salinification fait que dans le delta du Mékong, on est en train d'abandonner le riz alors que c'est vraiment la région, c'est le blé à riz du Vietnam, le Mékong. On est en train d'abandonner ces cultures-là au profit de la crevette. Pourquoi? Parce que la salinification des eaux est impropre à la culture du riz. C'est des régions, c'est des changements qui vont être tellement importants que des régions entières comme le Bangladesh, une partie du Vietnam, comme je l'ai dit, mais aussi une partie de l'Inde, vont être salinifiées, voire recouvertes par les eaux. C'est un monde dans lequel il n'y aura plus de Maldives et un certain nombre d'îles polynésiennes vont disparaître à jamais. Donc est-ce que c'est ça le monde qu'on veut? C'est à nous de choisir. Mais ce que ça vous montre, ce diagramme, c'est que les vagues de chaleur, comme on en a connu 3 cet été, seront plus intenses et seront plus fréquentes. C'est un monde dans lequel les précipitations intenses seront plus fréquentes et plus intenses, et pareil pour les sécheresses. Et la dernière diapo, c'est les impacts. Et là, c'est une diapo un peu compliquée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les chercheurs, ils ont fait une liste de 30 facteurs d'impact vraiment importants. Les vagues de chaleur,
les changements d'acidification dans l'océan, les longues périodes de température au-dessus d'un certain seuil, les précipitations intenses, bon, 30 facteurs importants. Et sur ces 30 facteurs importants, aujourd'hui, 96%, ça c'est à l'échelle de 2050. Donc à l'échelle de 2050, 96% des terres seront touchées par 15 de ces 30 impacts. Et la moitié de la surface terrestre sera touchée par 15 de ces 30 impacts. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, par exemple, au Vietnam, l'intensité des cyclones, la remontée du niveau marin, la disparition des mangroves et l'infiltration de l'eau sera leur problème principal. Ça veut dire qu'en France, ça se traduira par des canicules qui monteront à 45-50 degrés, surtout à l'est, relativement répétitives. Ça se traduira par une vie dans le sud-est de la France, où les températures estivales sont de moins en moins appropriées pour le tourisme et même pour la vie. Bon alors, une fois que j'ai dit tout ça, vous vous dites, oh là là, ben, on peut se dire deux choses. On peut se dire, oh là là. Puis on peut se dire, ben voilà, on le sait, on est informé. On va faire ce qu'il faut pour que nos enfants n'aient pas cette vie-là. On va changer. Et ce changement, il doit être, c'est pas un changement, éteignez la lampe en sortant de chez vous. Il faut le faire, ça. Mais c'est un changement radical de notre consommation d'énergie. Soit on va être capable de le faire, soit on ne va pas être capable de le faire. Les politiques vous disent qu'en 2050, c'est-à-dire dans 30 ans, on aura réduit de 50% notre consommation énergétique non carbonée. C'est-à-dire que le danger là, je le redis, c'est l'utilisation du gaz, du pétrole, du charbon. Si on arrive à décarboner, c'est-à-dire de produire de l'énergie sans ces réservoirs-là, c'est-à-dire avec de l'hydraulique, avec du nucléaire, avec de la biomasse, dépendant des pays, on sera en mesure de décarboner notre énergie et d'émettre moins. Et ce que, pour moi, est vraiment enthousiasmant pour un garçon de 10 ans, c'est que tu auras la chance, toi, de savoir ce qui va se passer et d'être la première espèce humaine à décider de comment tu allais choisir ta trajectoire énergétique pour qu'on vive bien sur Terre et pas qu'on soit soumis à des aléas climatiques de plus en plus durs et de plus en plus fréquents. Voilà. Et c'est pour ça que je regrette, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre avec Sylvestre Huès, c'est pour que les gens comprennent, car c'est qu'en comprenant qu'on est capable d'agir. Voilà. Et donc, comme vous êtes 4 ou 5 dans cette salle, faites de la publicité, discutez avec vos amis. Voilà. Et si vous êtes intéressé, achetez le bouquin. Je me ferai un plaisir de le dédicacer. Merci. Et je suis ouvert pour toutes les questions que cette innombrable salle me permettra de poser. Gilles, merci beaucoup pour cette fascinante présentation, très captive. Personnellement, j'ai été très capté. L'heure est maintenant à des questions. Si vous avez des questions à poser à M. Rammstein. Oui, en fait, les deux révolutions, que ce soit celle du néolithique et la révolution industrielle, les deux révolutions, celle du néolithique qui a instauré l'agriculture et la sédentarisation, et la révolution industrielle qui a entraîné une consommation d'énergie fossile, elles ont aussi toutes les deux permis une augmentation de la population sur Terre, d'hommes sur Terre. L'homme étant le seul animal sans prédateur sur Terre. Alors, c'est très difficile de prévoir ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu sédentarisation. Si l'humanité était restée sous forme de chasseurs-cueilleurs. C'est un peu loin comme Tu veux montrer quelque chose? Non, je vais juste répondre. Oui, vous avez raison. De ce point de vue-là, si vous êtes intéressé, il y a un livre qui s'appelle Homo sapiens, qui a eu beaucoup de succès, d'un gars qui s'appelle Hariri, et la partie Homo sapiens est très intéressante justement là-dessus. Oui, ça a été effectivement
deux moments majeurs de l'évolution humaine et on ne s'est pas tout de suite rendu compte à quel point ça allait structurer nos sociétés, à la fois socialement, mais aussi dans les rapports de domination, dans les rapports avec la science, parce que l'agriculture, c'est la science du Moyen-Âge. Voilà. Et c'est un peu pareil. Il y a eu, moi j'ai 63 ans, si vous voulez, dans les années 50, les gens étaient hyper contents. Je veux dire, ils avaient des voitures, des machines à laver, ils étaient à 100 lieues de penser qu'ils étaient en train, en faisant ça, d'attaquer radicalement leur environnement. Et quand vous avez dit que l'homme n'a pas de prédateur, le principal prédateur de l'homme, malheureusement, le XXe siècle a montré, c'est l'homme. Et on peut se dire que, et puis ce que vous avez dit sur la démographie, tout à fait juste, il y a aussi un bouquin que moi j'ai, en tout cas, ce qui m'a appris pas mal de choses, de Jean Louberto, qui s'appelle Démographie et climat, et qui montre un certain nombre de choses, en particulier, un truc que j'ai appris, c'est que on pense souvent à l'Inde comme un pays sous-développé ou en développement, parce qu'on ne connaît pas bien l'Inde, mais dans l'Inde, il y a différents États, et il y a l'État du Kerala. L'État du Kerala, c'est un État indien qui a maîtrisé sa démographie et qui a un niveau de vie incomparablement meilleur à beaucoup d'autres États indiens. Donc la question de la démographie, c'est une vraie question. L'empreinte de 9 milliards d'hommes en 2050, c'est énorme. Après, il faut bien regarder, parce que l'empreinte de 9 milliards d'hommes, c'est énorme. Mais vous retirez les 7 milliards d'hommes qui sont dans l'état de sous-développement, l'empreinte des 2 milliards d'hommes qui restent, elle est encore plus énorme. Par tête, j'entends. Donc, les gens qui vous disent qu'il faut maîtriser la démographie en Afrique, c'est pas insensé, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est comment on va faire pour que les Africains aient un développement qui ne soit pas basé sur le carbone comme nous, on l'a eu, puisque maintenant, on sait que c'est dangereux. Et donc la solution à ce problème, il n'y en a qu'une, c'est le transfert de technologie. C'est le fait de permettre à des pays vulnérables d'accéder à un minimum de confort tout en ne faisant pas ce que nous on a fait, c'est-à-dire d'émettre à qui mieux mieux du CO2 dans l'atmosphère. Et ça, c'est une vraie question. La question de la démographie, c'est une vraie question. Si vous regardez combien de temps il a fallu pour atteindre le premier milliard d'hommes, il a fallu énormément de temps. Le deuxième milliard d'hommes, pas mal de temps. Mais le 7e milliard d'hommes, ça s'est fait très vite, en moins de 50 ans. Donc c'est une vraie question aussi. Et puis ça pose aussi une autre question que vous n'avez pas posée, mais qui est là quand même, c'est le fait que la Terre est finie et que de toute façon, on ne dispose de ressources que limitées. Et donc il y a une adéquation à terme de l'empreinte écologique de ces milliards d'hommes et des ressources naturelles. Mais pour les 20 ans ou 30 ans, je dirais, c'est un peu jeté. C'est-à-dire que la démographie ne changera pas radicalement, c'est vraiment nos comportements qu'il va falloir changer. Merci Gilles. On a une question ici par notre jeune ami. Je vais lui passer un micro. Ça doit marcher. Vous avez parlé du Vietnam, mais il y a d'autres régions qui sont vulnérables du climat. Ah bah oui. Par exemple, j'ai parlé du Vietnam, mais il y a beaucoup de régions qui sont très vulnérables. Tu pensais à quelque chose en particulier ? Les pays, par exemple, bien plus près d'ici par rapport au Vietnam, les Pays-Bas ou même Venise. Ouais, bah t'as tout à fait raison. Ouais, vas-y. Et une seconde chose, c'est par rapport à la démographie. Le premier milliard d'hommes, on l'a atteint en plusieurs millions d'années, il me semble. Le deuxième, en quelques centaines d'années. Et le 8e, parce que là on est 8 milliards sur Terre. Un peu moins. On va l'avoir. On l'a eu en 10 ans. 10 ans. Bon, ben, c'est des questions très intelligentes. Alors pourquoi moi je parle des pays un peu lointains ? C'est parce que, alors qu'il y a tout à fait, tu l'as parfaitement dit, il y a des impacts beaucoup plus proches de nous. C'est parce qu'il faut bien se rendre compte que nous, alors il y a une chose que je n'ai pas montrée mais qui est un résultat scientifique très important, c'est que l'augmentation globale des températures, elle est directement proportionnelle au CO2 accumulé dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Et quand tu sais ça, tu comprends que les pays qui se sont industrialisés ont la plus grande part du camembert. Et les pays qui sont encore en sous-développement, ils n'ont rien eu. Par contre, ils n'ont rien eu pour eux, mais ils vont avoir les impacts du changement climatique.
Et donc, il y a des pays éminemment vulnérables qui vont finalement payer pour les autres. Donc c'est pour ça que je parle d'eux. Mais tu as tout à fait raison. Dans notre Europe à nous, tu vois, tu as parlé de Venise, tu as tout à fait raison. Et tu vois, tu as parlé aussi de la Hollande. Les Hollandais, ils sont riches. Ils savent faire. Ils ont déjà gagné beaucoup de terres sur la mer, ça s'appelle les polders. Ils savent gérer. Ils sauront gérer 10, 20, 30 centimètres de plus. Les gens qui habitent au Bangladesh, qui est un pays hyper sous-développé et hyper plat malheureusement, ils vont perdre 20 à 30% de leur territoire. Ils sont très nombreux. Bon, j'ai pas de diapos sur moi, mais si tu regardes la frontière entre le Bangladesh et l'Inde, c'est des fils barbelés à ne plus que savoir en faire pour des raisons politiques. Ils ne pourront pas partir. Et quand le niveau de la mer va monter, c'est irréversible. Donc il y a, tu vois, devant le même impact, la remontée du niveau marin, il y a des gens qui ont les technologies, qui vont savoir faire, et les gens qui vont être démunis. Si on ne donne pas à ces gens qui sont démunis, par transfert technologique, les mêmes possibilités, c'est-à-dire beaucoup d'argent, eh ben, ils vont mourir. Et pour ta deuxième question, alors il y a quelqu'un, Jean Louberto, là dont je parlais, qui parle de l'équation de Kaya. Je peux t'en parler de l'équation de Kaya parce que c'est une équation très facile. L'équation de Kaya, c'est la demande énergétique mondiale de tous les hommes, on va l'appeler grand E. C'est égal à la demande énergétique par habitant multipliée par le nombre d'habitants. Et Jean-Loup, il dit, eh ben, il suffit de baisser le nombre d'habitants. Eh bien ça, malheureusement, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'un Érythréen, il dépense 0,02 tonnes de charbon, de combustible fossile, pendant que toi et moi, les Français, on en dépense 9 tonnes. C'est-à-dire qu'il en dépense, alors attends, il faut que je fasse un petit calcul, 50 fois moins que toi et moi. Si lui, il fait des efforts, il ne peut pas faire d'efforts d'ailleurs, mais bon, c'est pas lui qui va changer la donne. Ceux qui ont les moyens intellectuels, culturels et financiers de changer la donne, c'est nous. La plupart d'entre nous. Et c'est nous qui devons faire ce travail, et manque de chance, comme tu le disais, à cause du fait que la démographie galope et que les changements climatiques aussi, on n'a plus beaucoup de temps pour le faire. Merci Gilles. D'autres questions? Moi, j'ai plein de questions, bien sûr. D'ailleurs, le livre ici se prête pour poser des questions. Et j'ai beaucoup aimé ce livre qui se lit d'ailleurs très facilement dans le métro. C'est-à-dire, il y a des chapitres très très courts, très très intéressants qui peuvent se lire dans 10-15 minutes. Donc j'ai une question, parce que le sujet que tu as abordé et la façon dont ça a été abordé, ça nous amène sur les aspects développement économique des pays. Et bon, c'est-à-dire tous nos critères de développement sont basés sur le PIB, la production et comment ça s'appelle, la consommation en fait accrue, etc. Et c'est d'ailleurs un des aspects qui n'a pas été traité dans ce livre. Bon, les aspects économiques deviennent rapidement politiques. Est-ce que c'était un choix délibéré que vous avez fait avec Sylvestre Huet? Alors, je vais en profiter pour répondre un tout petit peu longuement, mais pas trop, puisque je sais qu'il faut rendre l'antenne. Moi, j'ai d'abord voulu écrire un livre sur le climat il y a déjà longtemps. Et il fallait que je trouve un angle d'attaque intelligent, parce qu'il y avait déjà plein de très beaux livres sur le climat. Et donc, je me suis dit, je vais raconter le climat de la Terre, depuis ce qu'on en connaît au début, à la fin, et la fin de la Terre, la fin physique, c'est le fait que notre Soleil, dans des milliards d'années, on a le temps, va se transformer en géante rouge, et va vraisemblablement brûler la Terre. Mais la Terre, ça fera longtemps qu'elle sera sans vie. Donc j'ai écrit ce bouquin le soir, le week-end. J'ai mis du temps, parce que 4 milliards d'années d'histoire, c'est long. Et pour la COP 15, je l'ai sorti. Et j'étais content de moi, et j'ai discuté avec des copains à moi. Ils m'ont dit, ah ben Gilles, tu t'as cru que tu étais accessible, mais quand même, c'est un peu dur. Alors moi j'étais très déçu, je pensais vraiment...
Et après, j'ai eu l'occasion de travailler avec un journaliste qui est Sylvestre Huet, et j'ai complètement changé. J'ai décidé que ce serait beaucoup mieux, d'ailleurs c'était le titre de la collection, de faire des questions qui intéressent les gens, qui soient rapides à lire et qu'on puisse lire dans l'ordre qu'on veut. Voilà, c'est comme ça. Et 100 questions pour le climat, c'est lié de ça, et c'est lié de la collaboration d'un journaliste et d'un scientifique. Moi, je suis chercheur, mon expertise, c'est en climat. C'est pas en économie, c'est pas en énergie, c'est vraiment en climat. Après, je peux avoir mes propres opinions, mais moi, mon expertise, c'est en climat. Sylvestre Huet, c'est un journaliste, c'est différent. Donc, dans le livre, il y a deux grandes parties. Une partie climat, on s'est relu chacun, hein, mais il y a quand même une partie climat et une partie impact. Alors, Daniel, quand tu dis il y a des choses qu'on ne dit pas dans le livre, si, il y a plein de questions dans la deuxième partie du livre qui sont sur les économies. Il y a toute la conclusion qui reprend des choses qui sont plutôt de nature économique. Il y a le fait que est-ce que le PIB est un bon instrument de mesure, tout ça, c'est dans le livre un peu. C'est dans la question de la deuxième partie. Et qu'est-ce que tu avais demandé? Ah oui. Non, donc voilà, on n'a pas. Moi, j'aurais fait le livre tout seul, en tant que scientifique, hein, pas en tant que citoyen. En tant que citoyen, je suis comme vous, j'ai le droit d'avoir toutes les opinions que je veux. Mais en tant que scientifique, mon expertise, et j'aime pas qu'on mélange les deux, parce que souvent, les gens, ils vous demandent des choses, parce que ça leur traverse la tête, sur lesquelles vous n'êtes plus du tout la bonne personne. Hein. Moi, je suis pas un économiste, par exemple. Donc moi, je serais resté, et c'est pour ça qu'on a fait le livre un peu comme ça. C'est-à-dire les 50 premières questions, c'est moi, et Sylvestre me dit, bah non, la Gilles, c'est trop compliqué, ou c'est trop long. Et les 50 autres questions, c'est lui, et moi, je lui dis, mais plutôt comme citoyen, oui, je pense que c'est accessible, oui, je pense que c'est suffisamment succinct, voilà. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Oui, effectivement, je suis désolé. Effectivement, il y a des questions qui traitent aussi des aspects économiques sur les taxes, etc. Mais la conclusion, ouais. On a refait la conclusion parce que le bouquin a été paru chez Talandier, puis après il est passé dans la série Livres de poche. C'était quelques années plus tard, et comme tout va très vite, on a réécrit des parties d'introduction et de conclusion où on a un peu dit plus de choses sur ces sujets. Merci. Encore une question de la part de notre jeune ami. Une petite remarque. On peut comparer le monde comme si c'était une salle de classe, et parmi les... dans le monde, il y en a 180, il y a à peu près 200 pays, mais dans une salle de classe, il y a à peu près une vingtaine d'élèves. Il y a quelques cancres qui font n'importe quoi, et le prof qui n'aime pas ça, il met une colle collective à tout le monde. C'est un petit peu le même principe que la pollution. Il y a 10 pays qui polluent à 50%, je dis n'importe quoi, à 50% l'atmosphère, et tous les pays du monde doivent subir ça. C'est à peu près ça. C'est une très bonne réflexion, tiens, je vais la garder. Donc tu veux dire qu'il y a quelques cancres, mais ces cancres, c'est les États-Unis, le Canada, l'Arabie Saoudite, et nous, hein, on est dedans, nous, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, on est dans ces cancres. Alors il y a un très beau poème de Nazim Hikmet qui dit que le poisson, il est dans l'eau, il est dans la mer, mais il ne connaît pas la mer. Et il veut dire par ce poème que le poisson, il est dans l'eau, mais il n'a pas conscience de ce que c'est que la mer, comme nous, humains, on l'a. Et en fait, quand il réfléchit, pendant très longtemps, l'homme, il était sur Terre, mais il n'avait pas conscience de ce que c'était la Terre. Maintenant, on l'a. Les cancres d'hier, ceux qui ont développé énormément, et c'est pas une pierre qu'on peut leur lancer, parce que si ces cancres n'avaient pas été là, tu n'aurais pas de voiture, ton appartement ne serait pas chauffé l'hiver, tu serais obligé d'aller au lavoir pour faire ton linge, la condition de la femme serait dans un état déplorable. Enfin, tu vois, il y a tout ça qu'il ne faut pas oublier. Donc ces cancres-là, ils ont utilisé de l'énergie pour bien vivre, très bien vivre, sans forcément savoir ce qu'ils faisaient. Et donc tu as raison, la question c'est que, est-ce que les cancres vont devenir des génies? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont savoir se transformer d'une situation où ils ont fait d'énormes erreurs en une situation où ils vont faire les pansements qu'il faut pour que ça ne fasse pas trop mal. Encore une dernière. Non, tu peux y aller, hein, comme tu es 25% de l'auditoire. Encore une dernière remarque, c'est que nos ancêtres les plus anciens, qu'on peut dire directs, ce sont les qu'on connaît qui ont une forme, qui sont des humains, ce sont les australopithèques. Ils étaient là il y a 7 millions d'années. On a des photos de la Terre depuis 50 ans. C'est-à-dire
Sur 7 millions d'années, 50 ans, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ouais, t'as raison. Et ce que tu veux dire, c'est que je pense que tu veux dire que l'homme, il a eu 7 milliards d'années pour s'adapter tranquillement, pour se transformer. Ça a pris du 7 temps. millions. Ouais, 7 millions, t'as raison. 7 millions d'années, depuis Toumaï, entre le moment où il était inféodé aux forêts tropicales, où il avait besoin de vivre près des forêts tropicales, parce que il avait besoin de manger, et que dans les forêts tropicales, il y a des fruits toute l'année. Et donc, il est pendant très très longtemps resté dans ces forêts tropicales. Hein. Il faut savoir que les australopithèques dont tu parles, et puis les grands singes en général, les gorilles, les orang-outans, ils sont restés très longtemps, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, très longtemps dans les forêts tropicales. Et c'est que il y a 15 millions d'années qu'ils sont sortis d'Afrique pour aller en Europe. Et aujourd'hui, alors ils n'allaient que dans les forêts tropicales, là où ils pouvaient manger. Aujourd'hui, comme tu le sais, il y a Las Vegas, un désert où il n'y a pas d'eau, où on a dérouté un fleuve pour y amener de l'eau, où il y a une débauche énergétique sans précédent pour faire des choses complètement stupides. Enfin, l'homme, entre l'Australopithèque et ceux-là, il y a un monde. Et le monde, c'est que finalement, l'homme, il a cru très fort qu'il pourrait se sortir de cet assujettissement à la nature, qu'il allait être capable d'être en dehors de la nature. Et ça a été une erreur. Et je pense que c'est ce que tu veux dire avec le fait qu'on voit notre petite boule de l'espace et qu'on comprend tout à coup qu'on ne peut pas taper dans le trésor infiniment. C'est juste pas possible. Et heureusement, si tu veux, entre le cerveau d'un australopithèque et le nôtre, en volume, il y a un facteur 3. On est extrêmement puissant. On peut envoyer des satellites et savoir plein de choses. On est informé, surinformé. Voilà. Toi, tu seras encore plus que nous. C'est-à-dire qu'on a énormément d'informations. Et la question, c'est qu'à l'école, culturellement, on nous permette de connaître les choses, de trier les choses, de voir celles qui sont importantes et de voir dans quelle direction on va agir. Et tu l'as remarquablement dit, on n'a pas beaucoup de temps pour agir parce que ça fait pas beaucoup de temps qu'on sait ce qui risque de nous arriver. Ça fait quand même 30 ans que des gens comme moi disent aux politiques « Attention, si on ne fait rien, on va dans le mur ». Ça, c'était déjà vrai au sommet de la Terre, justement il y a 30 ans, en 1992. Tu as dit très justement qu'il y avait 200 pays dans le monde, et bien il y en a 195 de ces pays qui ont signé le protocole de Kyoto. Et ce protocole de Kyoto, il disait quoi il y a 30 ans? Il disait, il faut premièrement éradiquer la pauvreté sur la planète. Ça a été partiellement fait, on pourrait en discuter, il y a encore beaucoup trop de pauvres. Et il faut s'occuper du changement climatique, sinon ça va devenir ingérable. C'était déjà il y a 30 ans. Voilà. Et ben, on en est toujours là. Juste une dernière question. Alors, ah oui, mais un australopithèque adulte, comme Lucie, le squelette le plus complet à son époque, ça mesure 1 mètre. Aujourd'hui, c'est la taille d'un Homo sapiens qui n'a même pas facilement 5 ans. 10 ans. 10 ans, 1 mètre. Je mesure 1m45 et j'ai 10 ans. Ouais. Mais peut-être, tu sais qu'il y a l'individu et puis la statistique. Donc toi, tu mesures 1m45 et tu as 10 ans, mais si on prend l'ensemble des enfants de 10 ans en France, ils auront moins qu'1m45. Mais bon, ok, tu as tout à fait raison. Un australopithèque, ça mesurait 1m, 1m20, et les nouvelles générations, en particulier tous les enfants de ma génération, ils sont presque tous plus grands que leurs parents. C'est tout à fait juste, ouais. Et donc ils mesurent à peu près, peut-être 2 mètres, disons. Et alors, tu voulais en venir où? C'était par rapport à la taille du cerveau, mais le cerveau, il a aussi grossi, il a aussi développé des nouvelles zones, la zone du langage, et toutes ces zones. Donc l'homme est extraordinairement plus intelligent que l'australopithèque. L'australopithèque, il lui arriverait ce qui nous arrive, il serait démuni, alors que nous, on n'est pas démunis. On a un gros cerveau, on a plein d'informations. Voilà, c'est ça la différence. Et puis la grosse différence, c'est que l'australopithèque, de son temps, eh ben, il y avait combien d'australopithèques? Ça se comptait peut-être en dizaines, peut-être en, je ne sais pas trop les chiffres, mais peut-être en centaines de milliers pour toute la planète.
Pas 7 milliards. Tu vois, 7 milliards, c'est des milliers de fois plus, quoi, tu vois. Bon, mais c'est bien. Il faut peut-être laisser les adultes poser une ou deux questions. Et surtout, je crois qu'on doit y aller manger, là. Bon. Merci. Avant de partir, j'aimerais que tu me dises quand même, qu'on marque ton nom et de quelle école tu viens. D'accord? Vas-y, dis-nous. Quelle est ton école? Bastien Dupré. Bastien Dupré. Bastien. Oui. Quelle école? J'étais à Jacques Prévert, mais là, je suis à Carnot pour l'instant. Ah, tu es à Carnot. À Carnot? D'accord. Carnot. Bastien Dupré.